Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire la convention d'armistice signée à Rotonde le 11 novembre 1918. Je cite: La Grande Guerre oppose deux coalitions progressivement formées à la suite de la crise balkanique de 1875-1878, au cours de laquelle la Russie a tiré les marrons du feu pour l'Autriche et l'Empire britannique. Les puissances centrales forment un réseau d'alliances pour assurer le maintien de l'ordre social et politique dans leurs États respectifs. La duplice en 1879 puis la triplice en 1882, le rapprochement avec la Grande-Bretagne en 1887 sont explicitement dirigés contre la France et la Russie par le traité des Trois Empereurs puis le traité de réassurance. Elles tentent d'éviter une confrontation avec la Russie dans les Balkans. Mais avec le renouvellement de la triplice en 1891, la Russie est isolée et en dépit de l'absence d'affinité idéologique, elle se rapproche de la France, isolée elle-même depuis la guerre de 1870-1871. L'entente cordiale entre les deux pays est fondée sur la perception d'une menace commune. Au début du XXe siècle, l'Empire britannique sort de son splendide isolement. L'accord avec le Japon en 1902, puis l'entente cordiale avec la France, enfin l'arrangement avec la Russie en 1907, permettent simplement de concilier les ambitions coloniales de chaque pays. Pourtant, en 1914, les quatre pays vont s'engager simultanément dans la guerre et s'accorder sur des objectifs précis, alors que l'Italie et la Roumanie rompent avec les puissances centrales et plus tard entrent en guerre aux côtés de l'entente. La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajevo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie le 29 septembre, le 30 octobre de Mudros avec la Turquie et le 3 novembre de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie, de Rotonde avec l'Allemagne le 11 novembre et avec la Convention de Belgrade avec la Hongrie le 13 novembre. Les principaux traités de paix qui ont mis fin à la Grande Guerre sont le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les puissances alliées et associées d'Allemagne et l'Allemagne, le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les puissances alliées et associées et l'Autriche, le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les puissances alliées et associées et la Bulgarie, le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les puissances alliées et associées et la Hongrie, le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les puissances alliées et associées de la Turquie et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923. Des traités complémentaires sont signés par les principales puissances alliées avec les autres puissances alliées bénéficiaires de territoires transférés: Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, États serbes, croates, slovènes, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international. L'armistice du 11 novembre 1918 met fin à la Grande Guerre sur le front occidental. Il est conclu au nom des puissances alliées et associées, expression choisie par Wilson pour souligner que les États-Unis se sont associés aux pays de l'entente, mais qu'ils ont combattu pour leurs propres intérêts et avec leurs propres buts de guerre. Ce sont justement les divergences entre les vainqueurs qui imposent les prolongations de l'armistice, tandis que l'Allemagne en profite pour rendre certaines clauses inapplicables, c'est-à-dire les disparitions des wagons, vente de navires aux neutres, etc., ainsi que pour nettoyer certaines régions polonaises et retarder la rédaction des conditions de la paix qui sont remises au gouvernement allemand le 7 mai 1919. Le traité de Versailles sera signé le 28 juin, mais la conférence de la paix se prolongera jusqu'au 10 août 1920, signature du traité de Sèvres. Entre le maréchal Foch, commandant en chef les armées alliées, stipulant au nom des puissances alliées et associées, assisté de l'amiral Wemyss, premier lord de l'amirauté d'une part, et monsieur le secrétaire d'État Erzberger, président de la délégation allemande, monsieur l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire comte von Oberndorf, monsieur le général état-major von Winterfeldt, monsieur le capitaine de vaisseau Vanzelov, muni de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du chancelier allemand. D'autre part, il a été conclu un armistice aux conditions suivantes. Conditions de l'armistice conclu avec l'Allemagne. Grand A, sur le front d'Occident. Petit 1. Cessation des hostilités sur terre et les airs 6 heures après la signature de l'armistice. 2. Évacuation immédiate des pays envahis. Belgique, Luxembourg ainsi que l'Alsace-Lorraine, réglée de manière à être réalisée dans un délai de 15 jours à dater de la signature de l'armistice. Les troupes allemandes qui n'auront pas évacué les territoires prévus dans les délais fixés seront faites prisonnières de guerre. L'occupation par l'ensemble des troupes alliées et des États-Unis suivra. Dans ces pays, la marge de l'évacuation. Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés par la note annexe numéro 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice. 3. Rapatriement commençant immédiatement et devant être terminé dans un délai de 15 jours de tous les habitants des pays énumérés ci-dessus, y compris les otages et les prévenus ou condamnés. 4. Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant en bon état. 5000 canons, dont 2500 lourds et 2500 de campagne. 25 000 mitrailleuses. 3000 Minderwerfers.
1700 avions de chasse et de bombardement en premier lieu, tous les D-7 et tous les avions de bombardement de nuit à livrer sur place aux troupes des Alliés et des États-Unis, dans les conditions de détail fixées par la note annexe numéro 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice. 5. Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les Allemands et Allemandes. Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les autorités locales sous le contrôle des troupes d'occupation des Alliés et des États-Unis. Les troupes des Alliés et des États-Unis assureront l'occupation de ces pays par des garnisons tenant les principaux points de passage du Rhin, Mayence, Koblenz, Cologne, avec en ces points des têtes de pont de 30 km de rayon sur la rive droite et des garnisons tenant également des points stratégiques de la région. Une zone neutre sera réservée sur la rive droite du Rhin entre le fleuve et une ligne tracée parallèlement aux têtes de pont et au fleuve et à 10 km de distance depuis la frontière de Hollande jusqu'à la frontière de Suisse. L'évacuation par l'ennemi des pays du Rhin, rive gauche et rive droite, sera réglée de façon à être réalisée dans un délai de 16 nouveaux jours, soit 31 jours après la signature de l'armistice. Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation seront réglés par la note annexe numéro 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice. 6. Dans les territoires évacués par l'ennemi, toute évacuation des habitants sera interdite. Il ne sera apporté aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants. Personne ne sera poursuivi pour délit de participation à des mesures de guerre antérieures à la signature de l'armistice. Il ne sera fait aucune destruction d'aucune sorte. Les installations militaires de toute nature seront livrées intactes, de même les approvisionnements militaires. Vivres, munitions, équipements qui n'auront pas été emportés dans les délais d'évacuation fixés. Les dépôts de vivres de toute nature pour la population civile, bétail, etc. devront être laissés sur place. Il ne sera pris aucune mesure générale ou d'ordre officiel ayant pour conséquence une dépréciation des établissements industriels ou une réduction dans leur personnel. 7. Les voies et moyens de communication de toute nature. Voies ferrées, voies navigables, routes, ponts, télégraphes, téléphones ne devront être l'objet d'aucune détérioration. Tout le personnel civil et militaire actuellement utilisé y sera maintenu. Il sera livré aux puissances associées 5000 machines montées et 150 000 wagons en bon état de roulement, et pourvu de tout rechange et agrès nécessaires dans les délais dont le détail est fixé à l'annexe numéro 2 et dont le total ne devra pas dépasser 31 jours. Il sera également livré 5000 camions automobiles en bon état dans un délai de 36 jours. Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine dans un délai de 31 jours seront livrés dotés de tout le personnel et matériel affecté organiquement à ce réseau. En outre, le matériel nécessaire à l'exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin sera laissé sur place. Tous les approvisionnements en charbon et matière d'entretien, en matière de voies, de signalisation et d'ateliers seront laissés sur place. Ces approvisionnements seront entretenus par l'Allemagne en ce qui concerne l'exploitation des voies de communication des pays de la rive gauche du Rhin. Tous les chalands enlevés aux Alliés leur seront rendus. La note annexe numéro 2 règle le détail de ces mesures. 8. Le commandement sera tenu de signaler dans un délai de 48 heures après la signature de l'armistice toutes les mines ou dispositifs à retard agencés sur les territoires évacués par les troupes allemandes et d'en faciliter la recherche et la destruction. Il signalera également toutes les dispositions nuisibles qui auraient pu être prises, telles qu'empoisonnement ou pollution de sources et puits, etc., le tout sous peine de représailles. 9. Le droit de réquisition sera exercé par les armées des Alliés et des États-Unis dans tous les territoires occupés, sauf règlement de compte avec qui de droit. L'entretien des troupes d'occupation des pays du Rhin, non compris l'Alsace-Lorraine, sera à la charge du gouvernement allemand. 10. Rapatriement immédiat sans réciprocité dans des conditions de détail à régler de tous les prisonniers de guerre, y compris les prévenus et condamnés, des Alliés et des États-Unis. Les puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer comme bon leur semblera. Cette condition annule les conventions antérieures au sujet de l'échange de prisonniers de guerre, y compris celle de juillet 1918 en cours de ratification. Toutefois, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands internés en Hollande et en Suisse continuera comme précédemment. Le rapatriement des prisonniers allemands sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix. 11. Les malades et blessés inévacuables laissés sur des territoires évacués par les armées allemandes seront soignés par du personnel allemand qui sera laissé sur place avec le matériel nécessaire. Grand B. Dispositions relatives aux frontières orientales de l'Allemagne. 12. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de l'Autriche-Hongrie, de la Roumanie et de la Turquie doivent rentrer immédiatement dans les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient au 1er août 1914. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie devront également rentrer dans les frontières de l'Allemagne définies comme ci-dessus, dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de la situation intérieure de ces territoires. 13. Mise en train immédiate de l'évacuation par les troupes allemandes et du rappel de tous les instructeurs prisonniers et agents civils et militaires allemands se trouvant sur les territoires de la Russie, dans les limites du 1er août 1914. 14. Cessation immédiate par les troupes allemandes de toute réquisition, saisie ou mesure coercitive en vue de se procurer des ressources à destination de l'Allemagne en Roumanie et en Russie, dans leurs limites du 1er août 1914. 15. Renonciation au traité de Bucarest et de Brest-Litovsk qui est traité complémentaire. 16. Les Alliés auront libre accès aux territoires évacués par les Allemands sur les frontières orientales, soit par Danzig, soit par la Vistule, afin de pouvoir ravitailler les populations et dans le but de maintenir l'ordre.
C. Dans l'Afrique orientale. 17. Évacuation de toutes les forces allemandes opérant dans l'Afrique orientale dans un délai réglé par les Alliés. D. Clause générale. 18. Rapatriement sans réciprocité dans le délai maximum d'un mois dans les conditions de détail à fixer de tous les internés civils, y compris les otages, les prévenus ou condamnés appartenant à des puissances alliées ou associées autres que celles énumérées à l'article 3. E. Clause financière. 19. Sous réserve de toute revendication et réclamation ultérieure de la part des Alliés et des États-Unis, réparation des dommages. Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait par l'ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés de gage pour le recouvrement des réparations. Restitution immédiate de l'encaisse de la Banque nationale de Belgique et en général remise immédiate de tout document espèce-valeur, mobilière et fiduciaire avec le matériel d'émission, touchant aux intérêts publics et privés dans les pays envahis. Restitution de l'or russe ou roumain pris par les Allemands ou remis à eux. Cet or sera pris en charge par les Alliés jusqu'à la signature de la paix. F. Clause navale. 20. Cessation immédiate de toute hostilité sur mer et indication précise de l'emplacement et des mouvements des bâtiments allemands. Avis donné au neutre de la liberté concédée à la navigation des marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées dans toutes les eaux territoriales sans soulever de question de neutralité. 21. Restitution sans réciprocité de tous les prisonniers de guerre des marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées au pouvoir des Allemands. 22. Livraison aux Alliés et aux États-Unis de tous les sous-marins, y compris tous les croiseurs sous-marins et tous les mouilleurs de mines, actuellement existants avec leur armement et équipement complet dans les ports désignés par les Alliés et les États-Unis. Ceux qui ne peuvent pas prendre la mer seront désarmés de personnel et de matériel et ils devront rester sous la surveillance des Alliés et des États-Unis. Les sous-marins qui sont prêts pour la mer seront préparés à quitter les ports allemands aussitôt que les ordres seront reçus par TSF pour leur voyage au port désigné de la livraison et le reste le plus tôt possible. Les conditions de cet article seront réalisées dans un délai de 14 jours après la signature de l'armistice. 23. Les navires de guerre de surface allemands qui seront désignés par les Alliés et les États-Unis seront immédiatement désarmés puis internés dans les ports neutres ou, à leur défaut, dans des ports alliés désignés par les Alliés et les États-Unis. Ils y demeureront sous la surveillance des Alliés et des États-Unis, des détachements de garde étant seuls laissés à bord. La désignation des Alliés portera sur 6 croiseurs de bataille, 10 cuirassés d'escadre, 8 croiseurs légers dont 2 mouilleurs de mine, 50 destroyers des types les plus récents. Tous les autres navires de guerre de surface, y compris ceux de rivière, devront être réunis et complètement désarmés dans les bases navales allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis et y être placés sous la surveillance des Alliés et des États-Unis. L'armement militaire de tous les navires de la flotte auxiliaire sera débarqué. Tous les vaisseaux désignés pour être internés seront prêts à quitter les ports allemands 7 jours après la signature de l'armistice. On donnera par TSF les directions pour le voyage. 24. Droit pour les Alliés et les États-Unis en dehors des eaux territoriales allemandes de draguer tous les champs de mines et de détruire les obstructions passées par l'Allemagne dont l'emplacement devra leur être indiqué. 25. Libre entrée et sortie de la Baltique pour les marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées assurée par l'occupation de tous les forts, ouvrages, batteries et défenses de tout ordre allemand dans toutes les passes allant du Kattegat à la Baltique et par le dragage et la destruction de toute mine ou obstruction dans et hors les eaux territoriales allemandes dont les plans et emplacements exacts seront fournis par l'Allemagne qui ne pourra soulever aucune question de neutralité. 26. Maintien du blocus des puissances alliées et associées dans les conditions actuelles. Les navires de commerce allemands trouvés en mer restant sujets à capture. Les Alliés et les États-Unis envisagent le ravitaillement de l'Allemagne pendant l'armistice dans la mesure reconnue nécessaire. 27. Groupement et immobilisation dans les bases allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis de toutes les forces aériennes. 28. Abandon par l'Allemagne sur place et intact de tout le matériel de port et de navigation fluviale, de tous les navires de commerce, remorqueurs, chalantes, de tous les appareils matériels et approvisionnement d'aéronautique maritime, toutes armes, appareils, approvisionnement de toute nature, en évacuant la côte et les ports belges. 29. Évacuation de tous les ports de la mer Noire par l'Allemagne et remise aux Alliés et aux États-Unis de tous les bâtiments de guerre russes saisis par les Allemands dans la mer Noire. Libération de tous les navires de commerce neutres saisis. Remise de tout matériel de guerre ou autre saisi dans ces ports et abandon du matériel allemand énuméré à la clause 28. 30. Restitution sans réciprocité dans des ports désignés par les Alliés et les États-Unis de tous les navires de commerce appartenant aux puissances alliées et associées actuellement au pouvoir de l'Allemagne. 31. Interdiction de toute destruction des navires ou de matériel avant évacuation, livraison ou restitution. 32. Le gouvernement allemand notifiera formellement à tous les gouvernements neutres et en particulier au gouvernement de Norvège, de Suède, du Danemark et de la Hollande que toutes les restrictions imposées au trafic de leurs bâtiments avec les puissances alliées et associées par le gouvernement allemand lui-même, soit par des entreprises allemandes privées contre l'exportation de matériaux de construction navale ou non, sont immédiatement annulées. 33. Aucun transfert de navires marchands allemands de toute espèce sous un pavillon neutre quelconque ne pourra avoir lieu après la signature de l'armistice. G. Durée de l'armistice.
34. La durée de l'armistice est fixée à 36 jours avec faculté de prolongation. Au cours de cette durée, l'armistice peut, si les clauses ne sont pas exécutées, être dénoncé par une des parties contractantes qui devra en donner le préavis 48 heures à l'avance. Il est entendu que l'exécution des articles 3 et 28 ne donnera lieu à dénonciation de l'armistice pour insuffisance d'exécution dans les délais voulus que dans le cas d'une exécution mal intentionnée. Pour assurer dans les meilleures conditions l'exécution de la présente convention, le principe d'une commission d'armistice internationale permanente est admis. Cette commission fonctionnera sous la haute autorité du commandement en chef militaire et naval des armées alliées. Le présent armistice a été signé le 11 novembre 1918 à 5 heures, heure française, signé Foch, Wemyss, amiral, signé Herzberger, Oberndorf, Winterfeldt, von Zöllner. Note annexe numéro 1. Premièrement, évacuation des pays envahis. Belgique, France, Luxembourg ainsi que Alsace-Lorraine. Se fera en 3 phases successives dans les conditions suivantes. Première phase, évacuation des territoires situés entre le front actuel et la ligne numéro 1 de la carte jointe, terminée dans un délai de 5 jours après la signature de l'armistice. Deuxième phase, évacuation des territoires situés entre la ligne numéro 1 et 2, terminée dans un délai de 4 nouveaux jours, 9 jours au total après la signature de l'armistice. Troisième phase, évacuation des territoires situés entre la ligne numéro 2 et 3, terminée dans un délai de 6 nouveaux jours, 15 jours au total après la signature de l'armistice. Les troupes alliées et les États-Unis pénétreront dans ces différents territoires après l'expiration des délais accordés aux troupes allemandes pour l'évacuation de chacun d'eux. En conséquence, le front allemand actuel sera franchi par les troupes alliées à partir du 6e jour qui suivra la signature de l'armistice, la ligne 1 à partir du 10e jour et la ligne 2 à partir du 16e jour. 2. Évacuation des pays du Rhin. Cette évacuation se fera sur plusieurs phases successives. Premièrement, évacuation des territoires situés entre les lignes 2, 3 et 4, terminée dans un délai de 4 nouveaux jours, soit 19 jours après la signature de l'armistice. Deuxième, évacuation des territoires situés entre la ligne 4 et 5, terminée dans un délai de 4 nouveaux jours, soit 23 jours au total après la signature de l'armistice. Troisième, évacuation des territoires situés entre la ligne 5 et 6, c'est-à-dire la ligne du Rhin, terminée dans un délai de 4 nouveaux jours, soit 27 au total après la signature de l'armistice. Quatrièmement, évacuation des têtes de pont et de la zone neutre sur la rive droite du Rhin, terminée dans un délai de 4 nouveaux jours, soit 31 jours au total après la signature de l'armistice. Les troupes d'occupation alliées et des États-Unis pénétreront dans ces différents territoires après l'expiration des délais accordés aux troupes allemandes pour l'évacuation de chacun d'eux. En conséquence, la ligne 3 sera franchie par elle à partir du 20e jour qui suivra la signature de l'armistice, la ligne 4 à partir du 24e jour, la ligne 5 à partir du 28e jour et la ligne 6, celle du Rhin, à partir du 32e jour pour l'occupation des têtes de pont. Grand 3. Livraison par les armées allemandes du matériel de guerre fixé par l'armistice. Ce matériel de guerre devra être livré dans les conditions suivantes. La première moitié avant le 10e jour, deuxième moitié avant le 20e jour. Ce matériel sera remis à chacun des armées alliées des États-Unis par chacun des grands groupements tactiques de l'armée allemande dans les proportions qui seront fixées par la Commission internationale permanente d'armistice. Note annexe numéro 2. Conditions intéressant les voies de communication. Voies ferrées, voies navigables, routes, ports fluviaux et maritimes, télégraphe et téléphone. Grand 1. Toutes les voies de communication situées jusqu'au Rhin, inclus ou compris sur la rive droite de ce fleuve, à l'intérieur des têtes de pont occupées par les armées alliées, seront placées sous l'autorité pleine et entière du commandement en chef des armées alliées, qui aura le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour en assurer l'occupation et l'exploitation. Tous les documents relatifs aux voies de communication seront tenus prêts à lui être remis. Grand 2. Tout le matériel et tout le personnel civil et militaire utilisé actuellement pour l'entretien et l'exploitation des voies de communication seront maintenus intégralement sur ces voies, dans tous les territoires évacués par les troupes allemandes. Tout le matériel nécessaire supplémentaire pour l'entretien de ces voies de communication dans les pays de la rive gauche du Rhin sera fourni par le gouvernement allemand pendant toute la durée de l'armistice. Grand 3. Personnel. Le personnel français et belge appartenant au service des voies de communication, qu'il soit interné ou non, sera remis aux armées françaises ou belges dans les 15 jours suivant la signature de l'armistice. Le personnel affecté organiquement au réseau exploité par les chemins de fer d'Alsace-Lorraine sera maintenu ou remis en place de façon à assurer l'exploitation du réseau. Le commandant en chef des armées alliées aura le droit de faire dans le personnel des voies de communication toutes les mutations et tous les remplacements qui lui conviendront. Grand 4. Matériel. Petit a. Matériel roulant. Remis aux armées alliées dans la zone comprise entre le front actuel et la ligne numéro 3, non compris l'Alsace-Lorraine, sera d'une importance au moins égale à 5000 locomotives, 150 000 wagons. Cette livraison sera effectuée dans les délais fixés par la clause 7 de l'armistice et dans les conditions de détail à arrêter par la Commission d'armistice internationale permanente. Tout ce matériel sera en bon état d'entretien et de roulement, et pourvu que de toutes les pièces de rechange ou agrès usuels. Il pourra être utilisé avec son personnel propre ou tout autre sur un point quelconque du réseau ferré des armées alliées.
Le matériel affecté organiquement au réseau exploité par les chemins de fer d'Alsace-Lorraine sera maintenu ou remis en place à la disposition de l'armée française. Le matériel à laisser sur place dans les pays de la rive gauche du Rhin, ainsi qu'à l'intérieur des têtes de pont, d'autre part, devra permettre l'exploitation normale des voies ferrées de ces territoires. B. Matériel de voie, de signalisation et d'atelier. Le matériel de signalisation, les machines-outils et l'outillage prélevés sur les ateliers, les dépôts des réseaux français et belges seront remis dans les conditions de détail à arrêter par la Commission d'armistice internationale permanente. Il sera fourni aux armées alliées le matériel de voie, rails, petits matériels, appareils, matériel de pont et les bois nécessaires à la remise en état des lignes détruites au-delà du front actuel. C. Combustibles et matières d'entretien. Pendant la durée de l'armistice, ces combustibles et matières d'entretien seront livrés par les soins du gouvernement allemand aux dépôts normalement affectés à l'exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin. 5. Communication télégraphique et téléphonique. Toutes les lignes télégraphiques et téléphoniques, tous les postes de TSF fixes seront passés aux armées alliées avec tout le personnel civil et militaire et tout leur matériel, y compris tous les approvisionnements constitués sur la rive gauche du Rhin. Les approvisionnements supplémentaires nécessaires pour l'entretien du réseau devront être fournis pendant la durée de l'armistice par le gouvernement allemand au fur et à mesure des besoins. Le commandement en chef des armées alliées occupera ce réseau militairement, en assurera la direction et fera dans le personnel tous les remplacements et mutations qu'il jugera utiles. Il renverra à l'armée allemande tout le personnel militaire qu'il n'estimera pas nécessaire pour l'exploitation et l'entretien du réseau. Tous les plans du réseau téléphonique et télégraphique allemand seront remis au commandant en chef des armées alliées. Convention additionnelle portant prolongation de l'armistice en date du 13 décembre 1918. Les sous-signés, munis des pouvoirs en vertu desquels ils ont signé la convention d'armistice du 11 novembre 1918, ont conclu la convention additionnelle suivante. Premièrement, la durée de l'armistice conclu le 11 novembre 1918 est prolongée d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 17 janvier 1919 à 5 heures du matin. Cette prolongation d'un mois sera étendue jusqu'à la conclusion des préliminaires de paix sous la réserve d'approbation des gouvernements alliés. Deuxièmement, l'exécution des clauses de la convention du 11 novembre incomplètement réalisée sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice dans les conditions de détail fixées par la Commission internationale permanente d'armistice d'après les instructions du haut commandement allié. Troisièmement, la clause suivante est ajoutée à la convention du 11 novembre 1918. Je cite : « Le haut commandement allié se réserve dès à présent d'occuper, quand il le jugera convenable à titre de nouvelle garantie, la zone neutre de la rive droite du Rhin, au nord de la tête de pont de Cologne et jusqu'à la frontière hollandaise. Cette occupation fera l'objet d'un préavis de 6 jours de la part du haut commandement allié. Trêve le 13 décembre 1918, signé Foch, Wemyss amiral, signé Herzberger, Oberndorf, Winterfeldt, Vancelow. Stipulation financière en date du 13 décembre 1918. Petit 1. Engagement pour le gouvernement de ne pas disposer, sans accord préalable avec les alliés, de l'encaisse métallique du Trésor ou de la Reichsbank, des effets ou des avoirs sur ou à l'étranger, ainsi que des valeurs mobilières étrangères appartenant au gouvernement et aux caisses publiques. Engagement pour le gouvernement allemand de ne donner, sans accord préalable avec les alliés, aucune autorisation de sortie pour les avoirs ou les valeurs ci-dessus, possédés par des particuliers ou des sociétés. Deuxièmement, engagement pour le gouvernement allemand de prendre, d'accord avec les gouvernements alliés, toute disposition utile pour décider dans le plus bref délai possible dans quelles conditions seront restitués à leurs propriétaires légitimes les titres perdus ou volés dans les régions en veille. Troisièmement, obligation pour le gouvernement allemand de payer aux Alsaciens lorrains à leurs échéances et conformément aux lois en vigueur toutes les dettes ou tous les effets échus ou à échoir pendant la durée de l'armistice et concernant les caisses publiques allemandes, par exemple les bons du Trésor, les effets, chèques postaux ou autres, les virements, acceptations, la dite rémunération étant énonciative et non limitative. Obligation pour le gouvernement allemand de n'apporter aucune entrave spéciale à la libre disposition par les Alsaciens lorrains des propriétés, valeurs, titres, dépôts leur appartenant et situés en Allemagne. Quatrièmement, engagement pour le gouvernement allemand d'examiner, d'accord avec les gouvernements alliés, les mesures à prendre pour la restitution, dans le plus bref délai possible, des biens séquestrés au préjudice des nouveaux alliés. Ont signé pour la France messieurs Delastéry et Tirard, et pour l'Allemagne messieurs Büsing et Ratzen. Convention additionnelle concernant la prolongation de l'armistice en date du 16 janvier 1919. Les plénipotentiaires sous-signés, l'amiral Wemyss étant remplacé par l'amiral Browning, muni des pouvoirs en vertu desquels a été signée la convention d'armistice du 11 novembre 1918, ont conclu la convention additionnelle suivante. Premièrement, l'armistice du 11 novembre 1918, prolongé jusqu'au 17 janvier 1919 par la convention du 13 décembre 1918, est prolongé à nouveau de 1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 17 février 1919 à 5 heures du matin. Cette prolongation d'un mois sera étendue jusqu'à la conclusion des préliminaires de paix sous la réserve d'approbation des gouvernements alliés.
Deuxièmement, l'exécution des clauses de la Convention du 11 novembre incomplètement réalisée sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice dans les conditions de détail fixées par la Commission internationale permanente d'armistice d'après les instructions du Haut Commandement allié. Troisièmement, le gouvernement allemand fournira en remplacement du matériel de chemin de fer supplémentaire de 500 locomotives et 19 000 wagons fixés, en application des annexes du protocole de Spa du 17 décembre, les machines et instruments agricoles suivants. 400 groupes de labourage à vapeur complet à double machine avec charrues appropriées, 6500 semoirs, 6500 distributeurs d'engrais, 6500 charrues, 6500 charrues Brabant, 12 500 herses, 6500 scarificateurs, 2500 rouleaux acier, 2500 rouleaux cross-kill, 2600 faucheuses, 2500 faneuses, 3000 moissonneuses lieuses, ou les appareils équivalents avec interchangeabilité admise entre les différentes catégories d'appareils après examen fait par la Commission internationale permanente d'armistice. Ce matériel neuf ou en très bon état doit être muni des accessoires propres à chaque instrument et des lots de rechange nécessaires à un service de 18 mois. La Commission allemande d'armistice fournira d'ici au 23 janvier à la Commission alliée d'armistice la liste de ce qui peut être livré jusqu'au 1er mars et qui doit être en principe égal au tiers de la totalité. La Commission internationale d'armistice fixera d'ici au 23 janvier les délais de livraison ultérieurs et qui doivent en principe ne pas s'étendre au-delà du 1er juin. 4. Les officiers délégués en Allemagne par les puissances alliées et associées pour régler l'évacuation des prisonniers de guerre des armées de l'Entente, assistés de représentants des sociétés de secours des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, constitueront une commission chargée du contrôle des prisonniers de guerre russes en Allemagne. Cette commission, dont le siège sera à Berlin, aura qualité pour traiter directement avec le gouvernement allemand, d'après les instructions des gouvernements alliés, toutes les questions relatives aux prisonniers de guerre russes. Elle recevra du gouvernement allemand toutes les facilités de circulation nécessaires pour contrôler les conditions d'existence et d'alimentation de ces prisonniers. Les gouvernements alliés se réservent le droit de régler le rapatriement des prisonniers de guerre russes sur telle ou telle région qui leur paraîtra la plus stable. 5. Clause navale. L'article 23 de la Convention d'armistice du 11 novembre 1918 est complété ainsi qu'il suit. Afin d'assurer l'exécution de cette clause, ce qui suit devra être exigé des autorités allemandes. Je cite. Tous les sous-marins qui peuvent prendre la mer ou être remorqués doivent être livrés immédiatement et faire route pour les ports alliés. Ces navires doivent comprendre les croiseurs sous-marins, les mouilleurs de mines, les navires de relevage et les docks pour sous-marins. Les sous-marins qui ne peuvent pas être livrés devront être complètement détruits ou démontés sous la surveillance des commissaires des Alliés. La construction des sous-marins doit cesser immédiatement et les sous-marins actuellement en construction doivent être détruits ou démontés sous la surveillance des commissaires des Alliés. L'article 23 de la Convention d'armistice du 11 novembre 1918 est complété ainsi qu'il suit. Je cite, « Afin d'assurer l'exécution de cette clause, la Commission allemande devra fournir à la Commission navale interalliée d'armistice une liste complète de tous les navires de surface construits et en construction, déjà lancés sur cale, donnant les dates d'achèvement prévues. Afin d'assurer l'exécution de cette clause, la Commission... L'article 30 de la Convention d'armistice du 11 novembre 1918 est complété ainsi qu'il suit. Afin d'assurer l'exécution de cette clause, le Haut Commandement allié prévient le Haut Commandement allemand qu'il doit prendre immédiatement toutes les dispositions possibles pour livrer dans les ports alliés les navires de commerce alliés qui sont encore dans les ports allemands. 6. Restitution du matériel enlevé dans les territoires belges et français. Petit 1. La restitution du matériel enlevé dans les territoires français et belges étant indispensable à la remise en marche des usines, les mesures suivantes sont exécutées. 2. Les machines, pièces de machines, objets d'outillage industriel ou agricole, accessoires divers de toute nature et d'une manière générale, tout objet industriel ou agricole, enlevé des territoires qu'avaient occupés les armées allemandes sur le front occidental, sous quelque prétexte que ce soit, par autorité militaire ou civile allemande ou par de simples particuliers allemands, seront tenus à la disposition des Alliés pour être réexpédiés à leur lieu d'origine si les gouvernements français et belges le désirent. Ces objets ne subiront aucune nouvelle modification ni aucune dégradation. 3. Pour préparer cette restitution, le gouvernement allemand fera parvenir d'urgence à la commission d'armistice toutes les comptabilités officielles ou particulières relatives à ces objets, tout contrat de vente, location ou autre, toute correspondance y rapportant, toute déclaration et toute indication utile sur leur existence, l'origine, la transformation, l'état actuel et le lieu de dépôt de ces objets. 4. Les délégués des gouvernements français ou belges feront procéder en Allemagne aux reconnaissances et examens sur place des objets signalés si cela leur paraît utile. 5. La réexpédition s'effectuera suivant les instructions particulières qui seront données par les autorités françaises ou belges, suivant ce qu'elles décideront. 6. En particulier seront déclarés en vue d'une restitution immédiate les dépôts de toute nature sur parc, sur fer, sur bateau ou dans les usines, de courroies de transmission, moteurs électriques ou pièces de moteur et objets d'appareillage, etc. enlevés de France et de Belgique. 7. Les renseignements donnés aux paragraphes 3 et 6 devront commencer à parvenir dans un délai de 8 jours francs
à dater du 20 janvier 1919 et devront être entièrement fournis en principe avant le 1er avril 1919. Grand 7. Le haut commandement allié se réserve dès à présent d'occuper, quand il le jugera convenable, à titre de nouvelle garantie, le secteur de la place de Strasbourg constitué par les forts de la rive droite du Rhin avec une bande de terrain de 5 à 10 km en avant de ces forts, la limite d'occupation étant indiquée sur la carte ci-jointe. Cette occupation fera l'objet d'un préavis de 6 jours de la part du haut commandement allié. Elle ne devra être précédée d'aucune destruction de matériel ou locaux. Le tracé de la zone neutre de 10 km sera en conséquence reporté en avant. 8. Pour assurer le ravitaillement de vivres de l'Allemagne et du reste de l'Europe, le gouvernement allemand prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre pendant la durée de l'armistice toute la flotte de commerce allemande sous le contrôle et sous le pavillon des puissances alliées et des États-Unis assistés d'un délégué allemand. Cet accord ne préjuge en rien de la disposition finale de ces navires. Les Alliés et les États-Unis pourront effectuer, s'ils le jugent nécessaire, le remplacement partiel ou total des équipages. Les officiers et équipages qui seront ainsi renvoyés seront rapatriés en Allemagne. Pour l'utilisation de ces navires, il sera attribué une rémunération appropriée qui sera fixée par les gouvernements alliés. Tous les détails ainsi que les exceptions à déterminer pour les diverses catégories de navires seront réglés par une convention spéciale qui devra être conclue immédiatement. Trêve, le 16 janvier 1919, signé Foch, Browning, signé Erzberger, Oberndorf, Winterfeld, Vanzelov. Convention additionnelle concernant la prolongation de l'armistice en date du 16 février 1919. Les plénipotentiaires sous-signés, l'amiral Weymis étant remplacé par l'amiral Browning, le général-major von Winterfeld étant remplacé par le général-major von Hammerstein et le ministre plénipotentiaire comte von Oberndorf par le ministre plénipotentiaire von Aniel, munis des pouvoirs en vertu desquels a été signée la convention d'armistice du 11 novembre 1918, ont conclu la convention additionnelle suivante. Premièrement, les Allemands devront renoncer immédiatement à toute opération offensive contre les Polonais dans la région de Posen ou dans toute autre région. Dans ce but, il leur est interdit de faire franchir par leurs troupes la ligne ancienne frontière de la Prusse orientale, de la Prusse occidentale avec la Russie jusqu'à Luisenfeld, puis à partir de ce point la ligne 0 de Luisenfeld 0, de Neudorf, de Broz, de Schöbin, de Exin, de Samosine, de Schotjenden, de Salrakov, de Miala, de Birnbaum, de Bedchen, Wolstein, Lissa, Ravitch, Krotoshin, Aldenau, Schildeberg, Wieruszow, puis la frontière de Silésie, 0 à chaque fois. Deuxièmement, l'armistice du 11 novembre prolongé par les conventions des 18 décembre 1918 et 16 janvier 1919 jusqu'au 17 février 1919 est prolongé à nouveau pour une période courte sans date d'expiration à laquelle les puissances alliées associées se réservent le droit de mettre fin sur un préavis de 3 jours. 3. L'exécution des clauses de la convention du 11 novembre 1918 et des conventions additionnelles des 13 décembre 1918 et 16 janvier 1919, incomplètement réalisée, sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice dans les conditions de détail fixées par la Commission permanente d'armistice, d'après les instructions du haut commandement allié. Trêve, le 16 février 1919, signé Foch Browning et signé Erzberger, von Hammerstein, von Aniel, Vanzelov. Je vous remercie.